Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruteur et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Taylor qui le sponsorise. Tim Taylor, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Taylor de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Bonjour à toi, Elodie, et bienvenue dans Tam Tam. Salut Léo, merci à toi de me recevoir. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va, il pleut un petit peu, mais on a une belle vue, donc... C'est vrai qu'on a une très belle vue, on est dans le même endroit où on a enregistré l'épisode avec Charlène notamment, et avec Luc. Donc Charlène et Luc, si vous nous écoutez, vous imaginez cette petite pièce avec une vue sur tout Paris, au fond la Tour Eiffel, qui est là presque cachée à cause des nuages. Mais il pleut, c'est une bonne nouvelle, ça fait depuis 35 jours qu'il ne pleuvait pas, un truc comme ça. Ça fait plaisir d'avoir de la pluie, en plus j'ai un très beau parapluie, donc je suis très content, bref. Elodie, ravi de t'avoir aujourd'hui sur cet épisode, on va parler d'un sujet hyper important, qui est le sujet de l'expérience candidat. Pourquoi est-ce que c'est, comment ça marche, pourquoi, plein de sujets, de questions qu'on a autour de ça. Moi j'ai trop hâte d'avoir tes lumières là-dessus parce que tu es un peu l'experte sur l'expérience candidat, une des experts et expertes que je connaisse, en tout cas, enfin que je connais à mon niveau. Et première question, parce que tout le monde ne te connaît pas, est-ce que tu pourrais te présenter, c'est sûr que tu dis, est-ce que tu pourrais te présenter en 30 secondes, une minute, nous dire pour les gens qui nous écoutent qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Yes, du coup je m'appelle Elodie Forato. Je suis actuellement responsable recrutement ou comme on dit en ce moment first time dans une startup qui s'appelle Yago. Moi je suis depuis à peu près 5 ans bientôt dans cette startup, mais ça fait 1 an que je suis sur ce poste de TAM. Après on va dire qu'au moment où on enregistre, je suis un petit peu en stand-by. Ok, en stand-by, est-ce que tu veux nous raconter ça ou est-ce qu'on va faire ça plus tard? Non ? Ouais, plus tard, c'est bien. Plus tard, on va faire ça plus tard. Ok, donc tu es Elodie chez Yago, mais en stand-by. C'est ça. Trop cool. Écoute, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui, mais le premier, j'aime bien, c'est la partie, je l'ai appelée, à la base, tu voulais juste répondre à tous les candidats. C'est vrai. Parce que c'est un peu le but de ce que fait Yago, c'est de répondre à tous les candidats. Exactement, ouais. Pourquoi c'est un sujet ? Pour plein de raisons, à commencer par la considération. Le recrutement, tout le monde dit c'est un métier humain, on fait ça pour l'humain. Sauf que la plupart des pratiques ne sont pas si humaines que ça. Et du coup, oui, répondre aux candidats, c'est déjà de la considération. C'est censé être logique de se dire il y a des gens qui prennent du temps pour moi, qui prennent du temps pour m'envoyer une candidature, souvent une lettre de motivation, souvent qu'ils ont pris le temps de travailler et qui me montrent de l'intérêt, etc. Ne pas répondre, c'est juste un manque de respect sans nom en fait. Là on est vraiment sur un truc de bon sens et de logique. Mais au-delà de ça, répondre à ces candidats, ça a aussi plein d'impacts au-delà de l'humain qui est derrière le CV et qui peut très mal le vivre. Si on revient sur des trucs un peu plus pragmatiques et bassement capitaliste. Ne pas répondre à ces candidats, ça peut avoir des impacts sur une marque employeur qu'on a pris du temps pour travailler, dans laquelle on aura mis de l'argent, parce que quelqu'un qui n'a pas une bonne expérience de candidature derrière, qui est déçu, son image de l'entreprise est dégradée, et accessoirement il en parle autour de lui aussi, donc l'image de l'entreprise est dégradée pas seulement chez cette personne mais chez d'autres. Du coup ça en rebond, ça a aussi des impacts sur le recrutement, puisque un candidat qui est déçu ne reviendra pas postuler dans cette entreprise, et s'il en parle autour de lui en disant à ses amis, à sa famille ou à ses connaissances, va pas postuler chez cette boîte, ils m'ont jamais répondu, c'est un peu des méchants. Du coup, les prochains recrutements vont être plus compliqués à closer pour les équipes.
qui ont cette charge-là. Et puis, ça peut aussi avoir des impacts sur le business parce que un candidat, c'est jamais qu'un candidat ou une candidate. D'ailleurs, je vais peut-être faire tout le truc en disant candidate. On est quand même le 8 mars. C'est vrai. Allez, faisons ça. Allons-y, on va faire ça. Donc, une candidate n'est jamais qu'une candidate. Ça peut être une cliente, ça peut être une future partenaire, ça peut être une future fournisseur. Enfin voilà, donc on peut avoir aussi des impacts très concrets sur le business, donc un manque à gagner en fait. Ok, donc impact à vraiment tous les niveaux, auprès des candidates, auprès du coup des potentielles clientes de demain, auprès du coup de nos collègues parce qu'on peut ruiner leur expérience recrutement de demain si jamais on n'a pas fait au début. Tu aurais des stats, genre des 2-3 stats que tu préfères, hyper concrets pour vraiment montrer l'impact de tout ça? Oui, bien sûr. Je ne suis pas allée chercher très loin. Tous les ans, depuis quelques années, chez Yago, on sort ce qu'on appelle le baromètre de l'expérience candidat. Donc, on le met à jour tous les ans. Et, en 2022, les chiffres montrent déjà 80% des gens ont déjà été confrontés au moins une fois à une mauvaise expérience lors d'un process de recrutement. Je pense que c'est une stat qui n'étonnera pas grand monde. Et du coup, sur les impacts justement que ça peut avoir sur l'entreprise, donc on a par exemple deux personnes sur 3 qui ont déjà abandonné un process de recrutement pour cause de mauvaises expériences. Le partage autour de soi, on a une personne sur 2 qui va partager auprès de son entourage, une personne sur 4 qui va partager sur Internet, donc les réseaux sociaux, les sites de type Glassdoor qu'on connaît bien. On a 47% des gens qui vont refuser de revenir postuler dans l'entreprise, donc c'est quand même la moitié. C'est un canal d'acquisition qui est bouché du coup. Et pour revenir sur les impacts business, on a 23% des personnes qui se disent prêtes à réduire leurs achats de produits de l'entreprise, voire à boycotter totalement l'entreprise. Donc tu dirais que du coup, l'impact sur des boîtes B2C, donc quand tu as des boîtes que tu peux toi acheter en magasin, il est beaucoup plus fort que du B2B. Genre, je sais pas, tu vends un logiciel comptable, tu n'as pas trop de risque en effet que les candidats derrière n'achètent pas le logiciel comptable, sauf si demain ils ont besoin d'un logiciel comptable et qu'ils se souviennent de toi. Mais donc c'est d'autant plus important dans des boîtes consommateurs, quoi. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est ça, quand je disais ça peut être des futurs partenaires, on est en plein dedans. Bien sûr. En B2B en effet. Du coup, la personne va être recrutée chez le concurrent et quand il va falloir choisir, elle va dire non, pas non, ceux-là je les aime pas. Donc c'était en effet, toi c'est le mot d'ordre de Yago, et du coup toi c'est un peu ce que t'as beaucoup fait de prôner pour cette réponse, mais c'est qu'une toute petite partie de ce qu'on appelle du coup le candidate care, le care candidat. Il y a plein d'articles à ce sujet déjà, de podcasts ou autres, mais moi je trouve ça intéressant parce que chacune des gens à qui on en parle va avoir une définition différente et mettre en pratique des choses qui vont être différentes et complémentaires là-dessus. On avait parlé un petit peu avec Carole David, où elle nous a parlé de cette notion un petit peu, mais plus côté expérience candidat. Toi, c'est quoi ta définition vraiment du candidate care? Donc le care candidat, c'est quoi pour toi? Candidate? Tout à fait. Comme son nom l'indique, c'est prendre soin des candidates. C'est littéralement care, candidate care. Mais en gros, pour moi, c'est faire en sorte que le recrutement devienne ce qu'il aurait toujours dû être, en fait. À savoir un échange équitable entre deux entités qui ont besoin l'une de l'autre et qui ont des choses à s'apporter réciproquement. En gros, c'est vraiment, on va essayer d'arrêter d'être dans une relation verticale, descendante, avec l'entreprise qui est toute puissante et qui a un peu le droit de vie ou de mort sur les candidates, et on s'installe un peu plus dans une relation horizontale où l'entreprise doit autant convaincre la candidate que la candidate doit la convaincre elle. Concrètement, c'est apporter aux candidates un maximum de visibilité tout au long du process sur le poste, les enjeux, l'environnement de travail, etc., afin que tout le monde soit en mesure de prendre une décision éclairée et non viciée à la fin. Ok, c'est une super belle définition, bravo. Merci beaucoup. Hyper clair. J'ai taffé pendant 2 semaines pour ça. Est-ce que tu différencies du coup le candidate care et l'expérience candidat? Si oui, c'est quoi ta différence que tu mettrais? L'expérience candidat, pour moi, c'est plus... ça y est, je perds mes mots. C'est plus large, ça, ou au contraire plus restrictif? Je dirais plus restrictif, l'expérience candidat. On va être plus sur le ressenti de la candidate à la fin de son parcours de recrutement. Pour moi, l'expérience candidate, ça va être... à la fin du parcours, donc que ce soit un rejet sur CV, un
une réponse négative après entretien ou une embauche, c'est comment s'est passé le process, qu'est-ce que j'en retiens. Tes émotions en fait. Alors que là, ce que tu dis, le care candidat, c'est plutôt ce que toi en tant qu'entreprise tu mets en place. Exactement. Du coup, est-ce que tu es d'accord pour dire que du coup le candidat de care va créer de l'expérience candidat positive, bien et sûr. le manque de candidat de care va créer une expérience candidat négative. Tout à fait. Ok. Et ça commence quand tout ça? Ça finit quand le care candidat? Alors pour moi, le care candidat, ça commence dès le site carrière. Là, il s'agit de donner des informations le plus complètes et claires possible afin de donner l'occasion aux candidates de pouvoir se positionner par rapport à du concret. Comme ça, si ça fit pour elles, elles avancent dans leur démarche auprès de cette entreprise. Si ça fit pas, elles ne perdent pas leur temps et elles passent à l'entreprise suivante. Trop bien, donc dès le début, c'est la transparence que tu donnes, quoi, un petit peu. Exactement. Okay. Et donc après, évidemment, ça s'entretient tout au long du process. Et pour moi, ça finit au moment où la personne va passer de candidate à employée. Donc c'est là qu'on passe de l'expérience candidate à l'expérience collaboratrice en l'occurrence. Mais c'est là où la frontière est un peu floue. Il y a toute cette phase un peu entre deux eaux où on est encore candidate, mais en même temps on commence à être employé. Enfin, voilà. Mais en gros, la personne, pour moi en tout cas, la personne ne passe pas de candidate à employé du moment où l'offre de job est signée, où on a dit oui, c'est bon, on travaille ensemble. Il y a toute la phase de pré-boarding qui, pour moi, fait partie entièrement de l'expérience candidate. Et du coup, là, le care doit être toujours présent, voire plus, parce que ce serait dommage d'avoir mis tout ce temps, tous ces efforts, toute cette énergie dans le process et de perdre son élu si près de la ligne d'arrivée juste parce qu'on n'a pas poussé les efforts jusqu'au bout, en fait. Ouais, ce serait quand même dommage du coup de faire ça. Et je sais pas si tu veux en parler après ou pas, mais toi tu avais mis en place un truc qui s'appelait la Newbies Letter, où justement tu en parles maintenant ou tu en parles après? Je le cite après, mais on en parlera. Tu peux en parler dès maintenant si tu veux. En un mot, c'est quoi? Comme ça les gens, dans 10 minutes on parlera de ça. C'est un peu dans le nom aussi. Donc Newbies Letter, c'est une newsletter que j'ai mis en place justement pour garder au chaud un peu les personnes qui ont dit oui, à qui on a dit oui, mais qui ne vont pas arriver forcément tout de suite dans l'entreprise en fait. Dans ton pré-boarding. Voilà, c'est le pré-boarding. Okay. Au final, ça arrive relativement souvent que on va jusqu'au bout du process avec quelqu'un, on se met d'accord sur l'offre et on se dit oui, mais la personne est en poste, elle a un préavis à faire et du coup elle va arriver peut-être 3 mois plus tard, 4 mois plus tard. Donc, et tu fais une régularité. Voilà, et du coup le principe de la Newbies Letter, c'est que c'est une newsletter pour les newbies, donc les futurs arrivants, et que j'envoie une fois par mois. Trop bien, hyper intéressant du coup de mettre ça en place. Et est-ce qu'au global, parce que là on a donné la théorie de ce que c'était, ce qu'on pouvait faire, tu as des exemples de boîtes qui font ça très bien, ce care candidat? Oui, alors je vais avoir 2 exemples, et puis c'est des boîtes très connues. Dans un premier temps, j'ai envie de parler d'Alan, par exemple. Toi-même, tu en as parlé dans ton étude que tu as faite l'année dernière sur les entreprises du Next 40. Mais en gros, leur page carrière, elle est vraiment incroyable, et du coup, elle est hyper rassurante. Parce que déjà, rien qu'à ce stade donc de la page carrière, où tu n'as même pas encore envoyé ta candidature, tu sais déjà où tu mets les pieds. Donc, pour un candidat, c'est du bonheur, quoi. Même les valeurs et les détails, par exemple, il y a la transparence radicale, ils te disent c'est quoi, comment ça marche, des exemples, c'est très chouette. C'est vraiment génial. Et puis, il y a Élise Moron qui, justement, a fait un post il y a quelques jours en expliquant en quoi ils offrent une expérience candidat parfaite, carrément parfaite. Donc, ça confirme aussi que, du coup, ce qu'on trouve sur le site, c'est pas juste de la communication, mais que ça se retrouve après dans la réalité. Ouais, tu as du vécu derrière, et des gens qui témoignent. Son post a trop bien marché en plus. Ça a fait une belle pub gratos pour Alan. Tu auras un autre exemple qu'Alan? Mon deuxième exemple, qui est hors Next 40, mais c'est aussi une entreprise très connue, c'est Michel et Augustin. Et pour le coup, je l'ai expérimenté moi-même, parce que j'avais postulé chez eux il y a quelques années. Et du coup, je confirme, ils sont forts, parce que quand tu postules chez eux, tu reçois une réponse qui est personnalisée. Et en plus, ils t'envoient des goodies, notamment des goodies, moi c'était peut-être à l'époque, parce que la réponse personnalisée, la première fois que j'ai postulé chez eux, c'était carrément un courrier. Donc, avec des petits autocollants, tout ça. Mais du coup, ils t'envoient un bon de réduction sur leurs produits
avec la réponse négative. Donc en fait, c'est double effet qui se coule parce qu'ils renforcent leur image auprès de toi en tant que candidate, mais aussi auprès de toi en tant que consommatrice. Donc c'est très fort. Trop bien. Super Et exemple. voilà. Après, je pense que, comme je disais, là, c'est 2 entreprises très, très connues, pardon. Après, je pense qu'il y a sans doute pas mal de boîtes qui font ça aussi, qui font ça bien aussi, mais qui ne sont pas forcément visibles. Un peu comme chez McCann, tu sais, c'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une ère où beaucoup de recruteurs et recruteuses veulent changer les choses. On peut le voir notamment avec les communautés qui se créent depuis quelques temps autour des échanges de bonnes pratiques, de soutien, de partage de connaissances et de conseils. Et du coup, là, par exemple, j'ai envie de citer Ricrou, qui est une super commu. Coucou Ricrou. Coucou Amandine et Clément. Voilà, donc j'ai parlé de 2 entreprises très connues, mais pour autant, sur le marché, je pense qu'il y a plein de gens qui font des choses très bien. Maintenant, plus intéressant, parce que plus diabolique, est-ce que tu as des exemples de mauvais candidats de care, des gens qui maltraitent carrément leurs candidats et leurs candidates? Tout à fait. Alors, on va pas citer de nom pour le coup. T'es sûr? Bah oui, on est bienveillant. Ah bon? Ok, très bien. Donc, tu as des exemples de boîtes pas cool, mais sans leur nom, du coup? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y en a plein, en fait. Il suffit d'aller faire un tour sur des plateformes comme Twitter, Reddit, ou même simplement de parler avec les gens autour de soi, en fait. Moi, ça m'arrive souvent de me rendre compte, quand je sors un petit peu 5 minutes de ma bulle, que non, le monde n'est pas merveilleux. Et qu'en fait, on est un peu une minorité à bien faire ou à essayer de bien faire. Donc là, je vais avoir 2 exemples à citer. Un qui est que j'ai T'as vécu toi? Expérimenté, ouais. Mais en gros, assez récemment, j'ai vu passer un post sur Twitter justement qui dénonçait une offre d'emploi qui était sur Welcome to the Jungle. Évidemment, dans les commentaires, il y a des gens qui avaient fouillé, qui avaient retrouvé le nom de la boîte en question. Donc, je suis allée voir ça. Et donc, l'offre était pleine de red flags, du genre l'utilisation de termes comme badass, A-players, ne crois pas que tu vas travailler dans un environnement facile et sans aucune pression. Donc, l'offre, on te donne déjà l'idée. La description du process de recrutement était incroyable. On t'annonce donc toutes les étapes qu'il va falloir traverser. Donc, tu as un rapide questionnaire de 7 ou 8 minutes qui, en réalité, pour l'avoir testé, fait plutôt le double pour pouvoir envoyer ton CV. Ensuite, il faut faire des vidéos. Ensuite, tu as un premier échange de 15 minutes. Ensuite, tu as 2 entretiens. Et le meilleur pour la fin, 3 référence calls que tu dois toi-même organiser. Parce que pourquoi pas 1, ni 2, ni 3 et toi-même. Que tu dois toi-même organiser. Donc, tu dois contacter les personnes, fixer les rendez-vous, etc. Tu organises pour la boîte, c'est ça? Oui. C'est pas mal. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, sympa. Du coup, j'ai postulé pour voir jusqu'où ils allaient dans le candidate non-care, pour le coup. Ouais. Et la suite n'a fait que confirmer l'impression de départ. J'ai reçu un mail me disant que mon profil les intéressait, alors que, évidemment, il n'y a absolument rien dans mon profil qui collait avec l'offre, que le questionnaire, j'avais mis que des réponses non pertinentes au possible. Et donc, ce mail m'invitait à tourner la fameuse vidéo, ce que je n'ai pas fait. Et quelques jours plus tard, je reçois un 2e mail en me disant la même chose, en gros, ton profil nous intéresse. Est-ce que tu peux nous refaire une vidéo, machin, mais qui était une autre vidéo, alors que j'avais même pas fait la première. Donc, en gros, il me faisait avancer dans les étapes, alors que ça n'avait aucun sens. Bref. Donc déjà, juste avec cet exemple, on a un bon condensé de la plupart des pratiques à pas reproduire. Mais après, assez récemment, en fait, j'ai rencontré une personne qui est en reconversion pour devenir recruteuse. Et elle a postulé dans une boîte qui est un peu dans notre écosystème. Et cette boîte lui a mis justement des paillettes dans les yeux au stade pré-candidature. Donc elle a postulé, tout ça, elle a fait ça bien. Et en fait, quand elle a reçu la réponse négative, qui était froide et impersonnelle au possible, sans justification, ça a été la douche froide pour elle. Et en fait, dans ce cas, on voit que l'impact est fort, parce que autant elle accepte sans problème le fait de ne pas avoir été retenue, autant elle n'accepte pas la déception causée par ce mail sans empathie et qui vient se mettre en opposition justement avec la marque employeur présentée en amont.
Ouais, c'est hyper Du froid. coup, voilà. Et du coup, maintenant, elle a une mauvaise image de la boîte et elle en parle autour d'elle, la preuve. Pas cool. Donc, c'est un peu dommage. Ouais, c'est très dommage. Ouais, c'est rigolo. C'est moi que j'appelle ça les sacs à sapin. Des fois, je fais des posts LinkedIn en racontant cette histoire de gens autour de nous qui ont des expériences tout pétées et tu t'en sers pour après montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais là, ce que tu dis, c'est du coup un exemple de sac à sapin. Bah oui, Désolé pour les sacs à sapin qui sont vendus à Noël. Mais, je trouve que c'est bien pour anonymiser les watts. Ok, alors ça fait en effet une expérience pas dingue. Je trouve que c'est intéressant quand on a préparé le podcast. Tu m'as dit pourquoi ce sujet-là, parce que tu as mis en place plein de choses hyper concrètes que tu as dans ton quotidien pour changer tes pratiques. Avec, comment on a dit ça, le fait que tu cassais tout. En fait, tu as chamboulé tout. Un peu comme c'était les chamboules tout qu'on a dans les kermesses. Tu sais, quand je sais pas si tu avais ça à l'école primaire. Oui, je suis assez vieille pour avoir connu ça. Moi, j'adorais les chamboules tout, c'est génial. Tu avais plein d'énergie à revendre et tu lançais tes chaussettes sur ces grosses boîtes de conserve de 5 kilos où tu étais rempli de petits pois. Mais sans les petits pois, sinon ça aurait été un peu sale et ça aurait été pas cool. Donc, soit en gros, ce que tu as décidé de mettre en place, c'est de changer tes process en mettant le candidat au cœur, la candidate au cœur de tout ton process. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ça déjà ? Pourquoi Alors déjà, je vais préciser que je ne l'ai pas fait toute seule dans mon coin. On l'a fait à 3, on va dire, avec mon équipe. Comme si c'était, tes collègues, ton équipe. Voilà, avec mes collègues de l'équipe marketing, Inès et Mick. Donc pourquoi tout simplement parce que les actes doivent être en cohérence avec les paroles si on veut être crédible. Donc c'est mieux. Oui, c'est mieux. Et c'est un peu le postulat de base, quoi. Ok, donc tu te dis, et en plus c'est un peu ce côté, tu vois, genre on dit souvent les cordonniers. On dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Du coup, si chez Yago vous prenez le candidat de care et qu'en effet toi tu ne l'appliquais pas à toi-même, ça aurait été un peu compliqué et paradoxal. Exactement. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Genre concrètement, qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as supprimé? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, moi, de mon côté, j'avais déjà taffé sur un process qui me semblait bien en termes d'expérience candidat. Okay. Mais donc, l'idée de base qui est plutôt venue de mon collègue, enfin mon ex-collègue Mick, il est parti depuis. À ce moment-là, c'était autant aller au bout du truc et vraiment essayer de changer radicalement les règles du jeu pour que ça profite à tout le monde et notamment au candidat, à la candidate. Donc, après, concrètement, comment on a procédé ? Donc on a monté cette team et on a donné un nom à ce projet qui était très cool, c'était le projet d'Ether. Ok. Mais les étapes, après on va être sur la gestion de projet assez classique, j'ai envie de dire, mais en gros, donc d'abord on s'est mis un objectif clair et une idée directive. Là l'idée c'était se poser la question sur chaque étape, chaque interaction, chaque objet du process de recrutement. Quel est l'intérêt pour le candidat ? Ok, tu as tout listé du début à la fin de chaque étape pour ensuite pouvoir auditer ça, quoi. Enfin, c'était... tu as vraiment tout mis sur un même page, quoi. Tu me coupes l'herbe sous le pied. Pardon. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, la première étape, c'était de se mettre l'objectif. Parce qu'on ne peut pas savoir comment on va quelque part si on ne sait pas où on va. Ok. Donc, vraiment, se poser la question, l'idée directive, c'était se poser la question, quel est l'intérêt pour le candidat, vraiment, à chaque moment du process. Le but, à la fin, étant d'offrir une expérience vraiment différenciante, en fait, vraiment différente. Donc, ensuite, en effet, on a audité nos propres process, nos propres pratiques en place. Ensuite, on fait le tri entre ce qui est top à garder, ce qui est à améliorer, ce qui est à jeter. Et ensuite... on réfléchit à toutes les actions à mener pour faire de son process un process candidate friendly plus. Beaucoup d'anglicisme, n'est-ce pas ? On est dans la Startup Nation. Une très bonne chose à faire pour ça, c'est sonder les gens autour de soi. Donc, par exemple, ça peut être envoyer des questionnaires à ses collègues, ça peut être discuter avec les gens. Mais l'idée, c'est vraiment de recueillir des témoignages. Tu fais de la recherche utilisateur, utilisatrice partout, quoi. Tu demandes aux gens ce qu'ils en pensent. C'est ça, pour connaître quelles ont été les meilleures et les pires expériences de nos collègues et pourquoi. Et du coup, c'est hyper riche parce que tu vas forcément avoir plein de ressources variées parce que tu as plein de gens qui ont des backgrounds, des histoires différentes, et qui auront connu plein de choses différentes. Donc en fait, c'est une source d'informations qui est extrêmement riche.
Donc une fois que tout ça est posé, la dernière étape, c'est de se faire une roadmap pour passer de la réflexion à l'action. Ok. En l'occurrence, nous, on a fait ça en décomposant le process, donc notre process de recrutement, jusque dans la moindre petite étape. Vraiment, on a essayé de tout... Toute l'interaction, ouais. Voilà. Ok. Ensuite, on a classé les actions selon les étapes. On s'est réparti le travail entre nous trois et on s'est mis des objectifs timés. Donc ça pouvait autant être du quick win que du projet de fond un peu plus moyen terme. Mais du coup, en gros, on s'est mis une réunion chaque semaine pour faire le point sur les actions menées, les actions en cours, fixer les prochaines actions. Et la décision sur les actions, c'était pas forcément chronologique. En fait, on s'est pas dit, faut qu'on fasse vraiment dans l'ordre le site carrière, machin, les offres, etc. C'était plus en fonction des disponibilités, des affinités, des compétences de chacun, chacune. Mais le but, c'était vraiment d'arriver chaque mercredi en se disant, on a avancé sur tel point. Ok. Et du coup, c'est quoi ces fameux points ? Les Françaises et les Français veulent savoir. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Qu'est-ce que vous avez mis en place à tous les trois ? Alors, on a commencé par mener un travail de fond sur la marque employeur, avec tout ce qui va avec, donc définir la culture d'entreprise, notre employee value proposition, etc. Donc en sollicitant pour le coup l'ensemble de la boîte, enfin tous ceux qui souhaitaient, évidemment, on n'a forcé personne. Aucun collaborateur, aucune collaboratrice n'a été maltraitée durant cette expérience. Tu les as payés quand même pour qu'ils donnent un avis positif, non ? Même pas. Prime de fin d'année, tu vois, genre, je te donne 100 € si tu réponds. Alors, pas besoin. Je suis intègre. Ok. Tout le travail de fond sur la marque employeur. Ensuite, toute la partie un peu mise à jour du site carrière et de la page Welcome to the Jungle a été gérée de manière logique par mes collègues du marketing plutôt. Et de mon côté, avec leur aide, j'ai un peu tout reprocessé pour remettre nos candidates encore plus au centre que ce qui était le cas. Donc, attention, bullet points. Il faut prendre des notes. Là, c'est les gens qui écoutent, prenez une feuille ou ouvrez une page sur l'outil de votre choix sur un ordi et prenez des notes. Attention, c'est maintenant ou jamais. C'est parti, go. Alors, réécriture des annonces pour les rendre ouf. Ouais. C'est quoi une annonce ouf ? Alors, c'est une annonce qui est hyper complète. Moi, les annonces que j'écris sont très longues. Longues mais complètes, du coup. Ouais, c'est ça. Tu peux peut-être en attester. Je t'en avais partagé une en me demandant un peu ton feedback. Mais les gens qui nous écoutent peuvent aller voir des annonces qui sont très longues et très complètes. Tout à fait, tout à fait. Donc ouais, c'est ça. C'est forcément très long, mais du coup, c'est très complet. Et donc, j'essaye de faire en sorte que les candidates puissent retrouver vraiment toutes les informations nécessaires. La transparence dont tu parlais au tout début, en fait, quand tu te projettes comme ça au maximum. C'est ça. Et en fait, j'ai eu pas mal de retours dans ce sens, de personnes qui m'ont dit en fait, l'annonce est géniale parce que dès que je me posais une question, j'avais la réponse dans le paragraphe suivant. Ok. Donc, j'anticipe les réponses, les questions. C'est ça. Enfin, on essaye en tout cas. J'essaie vraiment de baliser tout le terrain. Et évidemment, sur un ton un peu sympathique, tout ça. Enfin, le mot d'ordre de notre com, c'est expert et espiègle. C'est dur à dire. Expert et espiègle. donc voilà, faut que l'identité transpire dans l'annonce. Bien sûr. Tout simplement. Donc étape 1, une annonce ouf. Voilà, une annonce ouf. Ensuite, on arrête de demander des lettres de motivation. Alors nous, jusque-là, on avait quand même la chance, je pense, par rapport à plein d'autres boîtes, de recevoir beaucoup de lettres de motivation très intéressantes, en fait. Oui, personnalisées, sans template, les gens modèle. se sentaient libres de vraiment s'exprimer. Et en fait, je pense qu'on a eu la chance de lire vraiment beaucoup de lettres trop bien. très cool, très, très justement. Pas des copier-coller avec le vous, moi, nous, qu'on connaît. Et qui fatigue tout le monde. C'est d'ailleurs ce que je dis en fait dans l'introduction du moment où je dis on ne demande pas de lettre de motivation, c'est on va se passer de cet exercice qui n'intéresse personne, ni toi en tant qu'autrice, ni moi en tant que lectrice. Donc plus de lettres de motivation, mais on a remplacé ça par des questions de candidature en fait. Donc en fait, à la fin de chaque annonce, on pose 2 ou 3 questions qui sont vraiment en lien avec le poste. Et qui vont surtout nous donner des vraies informations utiles en fait. Donc, par exemple, sur un poste de dev, on va demander qu'est-ce qui t'intéresse dans un projet dev.
Donc, Ouais, c'est plus de la curiosité. C'est pas... Est-ce que ces questions, elles sont entre guillemets, discriminantes dans le sens, est-ce que si tu réponds pas bien à la question, tu dis non à la personne, ou est-ce que c'est juste toi pour avoir plus d'infos avant le premier échange? Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est tout le but. Hein. Ouais. Il faut que les gens puissent justement s'exprimer librement et sincèrement. Alors après, évidemment, si quelqu'un répond quelque chose qui n'est pas du tout dans notre scope, bien sûr que ça peut être discriminant. Mais ça fait un bon filtre quand même, quoi. Bien sûr. Ok. Et à l'inverse, comme tu dis, ça nous apporte vraiment des infos hyper utiles et hyper intéressantes avant même d'avoir échangé avec la personne. Ok, Donc, trop bien. Étape 1, tu as réécrit les annonces. Étape 2, plus de la motivation et des questions. Étape 3. Voilà. Étape 3, assez classique, on va dire, mais annoncer un process avec des engagements de timing. Alors classique, mais respecté par pas beaucoup de boîtes. Donc classique, certes, mais appliqué, peut-être pas. Oui, peut-être. En tout cas, moi, je suis assez chiante là-dessus, on va dire, avec la hiring manager. Hein. Ouais, mais t'as raison. Ok, très bien. C'est attention, ça fait 2 jours, il faut que tu envoies une réponse dans un sens ou dans l'autre. Ouais. De mon côté, il y a eu un travail plus profond sur le brief de poste. Alors, je sais que chez T-Shaped, vous n'aimez pas parler de brief. C'est Élise qui chipote sur les mots à chaque fois. On parle de kick-off, mais Voilà. non, c'est le problème de brief, c'est qu'en effet, tu as ce côté unidirectionnel. Tu vois, genre, c'est quelqu'un qui te fait un brief, alors que kick-off, c'est commun. Tu fais ça en équipe. C'est ça la différence. Du coup, ta posture change. Et les mots, comme tu le sais, ont un sens. Tout à fait, oui, mais moi je suis restée quand même sur brief. Ne t'inquiète pas, je t'en voudrais pas. Si Élise elle écoute, elle va t'envoyer un message. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Et je ne te tiendrai pas rigueur de ça. Merci beaucoup. Donc voilà, rien d'extraordinaire non plus de ce côté-là, hein, mais du coup c'est aussi ce travail de profondeur sur le brief qui permet de faire des annonces derrière très complètes. J'ai créé un guide d'hiring manager pour l'accompagnement. Alors pour le coup, j'ai eu la chance de... L'avantage et l'inconvénient, on va dire, d'une boîte comme Iago, c'est que tout le monde dans la boîte est concerné par le recrutement, en fait. Tout le monde est là pour ça. Donc, même les devs, même les commerciaux, etc. Donc, en fait, j'ai pas besoin de former les gens, de sensibiliser les gens. Ils sont déjà sensibilisés, c'est vrai. Ils le sont déjà de base. Donc, ça mâche beaucoup le travail. Et d'un côté, ça peut avoir un côté, un revers de médaille qui est que j'ai pas besoin de challenger les gens parce qu'ils font déjà tout ce qu'il faut. Trop bien. Donc voilà, c'est assez reposant, on va dire. Ouais. Mais j'ai quand même créé un guide pour mettre à plat tous les process, leur rappeler justement la timeline, même tout simplement comment fonctionne la partie recruteur sur Welcome, comment on fait un feedback, etc. La base. Ok. Côté candidat, j'ai mis en place des mails de coaching pré-entretien. Donc la veille de l'entretien, que ce soit entretien culturel, entretien opérationnel, j'envoie un petit mail pour rappeler. Ok, tu les prépares, trop bien. Voilà, je les prépare en leur disant cool. Tu vas être interrogé là-dessus, n'aie pas de stress sur ça. J'ai mené un travail aussi de débullshitisation des entretiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, je pratiquais déjà les entretiens structurés ou du moins semi-structurés. Et là, on a essayé vraiment d'aller encore plus loin dans cet exercice en vraiment remettant en question, on va dire, les questions qu'on pose en entretien, justement. Donc, se dire, est-ce que cette question, déjà, elle est vraiment liée au poste? Est-ce qu'elle apporte une information utile, etc. Et est-ce qu'elle a aussi un intérêt pour la candidate? Ok. Donc, on va essayer au maximum d'éviter les questions pertinentes, en fait. L'idée étant d'aider la candidate à se projeter vraiment au possible, et nous aussi, encore une fois, il y a un truc de réciprocité, quoi. J'ai créé un guide candidat. Ouais. Que j'envoie en début de process quand la personne a passé l'étape du CV, on va dire. En plus du coaching, du coup, oui, c'est ça. Donc ils sont vraiment, c'est là où on voit que tu as pensé à chaque interaction. C'est l'idée. Okay, trop bien. C'est l'idée. Il y a toute la partie feedback, post-entretien, retour négatif. Voilà, on fait en sorte de faire des retours qui Donc vous répondez à toutes les candidates? On n'a pas le choix. Là, je n'ai absolument pas le choix. Okay. Donc c'est vraiment, de toute façon, c'est vraiment quelque chose pour le coup qui fait partie de moi en fait. Et, bien sûr, très bien. Et je le faisais déjà avant, je le fais encore plus maintenant, forcément. Donc
la fameuse newsletter dont on parlait tout à l'heure pour le pré-boarding. Et puis sur l'onboarding, j'ai processé aussi l'onboarding et j'ai mis en place notamment ce que j'ai appelé le Welcome Book, donc, qui est un livre d'accueil, quoi, où vraiment j'explique tout le fonctionnement de la boîte, de l'équipe, etc. Et puis un petit rapport d'étonnement qu'on donne à J plus un mois dans la boîte. Ça marche. Ça fait beaucoup de choses tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu penses marche le mieux de tout ça ? C'est quoi la chose ou les deux choses où tu as vraiment eu les meilleurs retours de la part des candidates ? Les deux choses qui marchent le mieux, alors c'était dur de choisir, mais... Ou une si tu préfères. Non, deux, c'est bien. Mais les questions de candidature, ça, c'est indéniable. Les gens, il y a énormément de retours positifs en disant mais merci de nous éviter ce truc atroce de la lettre de motivation. Trop et là, les questions, au moins, elles sont pertinentes. On peut vraiment s'exprimer et donner des infos intéressantes, quoi. Et surtout, ça change, en fait. Ouais, c'est pas la classique lettre de motivation que personne n'aime, quoi. C'est ça. Donc ça, vraiment, ça marche très très bien. Et même de notre côté, il y a très... C'est plus agréable, bien sûr. C'est beaucoup plus agréable. Et il y a très peu de fois où il y a eu des réponses à côté de la entre guillemets à côté de la plaque. Au pire, les gens ils candidatent pas, quoi. Je pense que ça les intéresse pas de faire répondre aux questions. Donc, Alors après... On est comme tout le monde, hein, on reçoit des candidatures de gens qui ont postulé sans lire l'annonce, exactement, parce qu'il faut remplir le champ, il n'y a pas le choix. Mais j'ai eu une fois, la question c'était quelles sont les missions RH qui t'attirent le plus et est-ce que tu serais ouverte à d'autres missions plus tard ? La réponse a été oui. Tu as lu le début de la question ? C'est ça. Donc tu te fous de moi. Ça peut être très drôle, mais au final, ces cas sont rares et il y a plutôt vraiment des réponses très pertinentes et très, suffisamment complètes, quoi. Donc tout simple, quand on y pense, les questions de candidature, c'est ce qui marche le mieux. Et c'est quoi la deuxième des choses qui marche vraiment bien, du coup ? La newsletter, du coup. Donc pour créer en fait, ce lien avec l'entreprise. C'est ça, parce que nous... ça nous permet de garder la candidate dans notre giron, on va dire, le temps qu'elle arrive. Et la candidate, en fait, le jour où elle arrive dans l'entreprise, elle n'arrive pas en terre inconnue, du coup. Parce que les infos qui sont dans cette newsletter, c'est des infos vraiment de boîte, en fait. Donc, trop cool. Donc, en fait, c'est ça. Les gens sont très contents parce que le lien est maintenu. Et en plus, ils ont l'impression de déjà faire partie de l'entreprise. Ça marche. Donc des choses qui marchent bien. Est-ce que tu as un exemple de choses qui ne marchent pas Oui. Enfin, c'est pas c'est pas dans les choses que j'ai mises en place vraiment, mais c'est en général, qu'est-ce qui marche pas, plus général, c'est deux limites que je trouve dans tout ça et qui sont aussi liées à moi, hein, mais la transparence, il y a un truc où attention à la transparence parce que ça peut... Si t'en fais trop, tu veux dire, parce que voilà, oui, en elle-même c'est ok, mais trop, c'est l'excès de transparence qui est... ça. Pour le coup, ça fait partie des travers sur lesquels j'ai travaillé, mais ça m'est déjà arrivé d'être trop transparente avec quelqu'un en lui disant par exemple... ton futur boss il est terrible. Non, pas ça, mais plus tu rentres dans le process, mais par contre y a la concurrence en face est rude. Et ça peut motiver de dire ça. Pour le coup, c'était plutôt démotivant, justement. Mince. Donc, c'était pas génial. Donc, attention à doser la transparence. C'est vrai qu'il y a parfois... c'est bien de vouloir dire les choses, mais il y a parfois des choses qui sont pas nécessaires et qui peuvent être plutôt néfastes. Donc, attention à la transparence. C'est ça. Et le deuxième point, c'est attention à trouver le bon équilibre. Parce que tu donnes super envie à des personnes de rejoindre la boîte. Les gens sont super hypés. De plus en plus, généralement, au fur et à mesure du process et au fur et à mesure des rencontres avec les personnes. Et puis, au moment où tu dois faire ton choix et que tu dois faire le retour négatif, le soufflet retombe et la déception peut être très forte, en fait. Genre, tu as deux candidates, par exemple, sur le même job, tu peux en choisir qu'une seule et du coup, la deuxième va être déçue, quoi. Oui, complètement. Et du coup, c'est rien de dramatique pour moi, on va dire, et puis ça fait partie du job, mais c'est déjà arrivé que tu es là, tu as une super relation avec des personnes que tu accompagnes tout au long du process, et à partir du moment où tu leur as dit non, tu n'as plus de son, plus de lumière, parce que les gens sont déçus, donc c'est dommage.
C'est Ou alors, il faudrait dommage. que tu leur proposes autre chose, comme par exemple d'autres offres ou les mettre dans un vivier ou ce genre de choses derrière. Oui, bien sûr, c'est T'as- évidemment quand je fais des retours négatifs, Ouais. quand c'est pertinent, je dis on reste en C'est contact ça. ou je vais t'aider. Mais ça sera quand même comme je déceptif. Ça, mais je pense que Mais c'est si ça. tu peux pas passer à côté, c'est comme, je sais pas, tu Bien participes sûr. à une compétition et t'es deuxième, bah t'as pas gagné, tu voulais gagner, c'est ok. Et tu le savais, c'est un peu le deal quand tu fais une compétition, tu sais que tu vas potentiellement pas gagner. Quand tu candidates, tu sais aussi en théorie au début que Bien tu sûr. ne gagneras pas, mais je suis d'accord. Ça Mais peut être, là, je trouve qu'il y a un dur, effet quoi. déceptif qui est Ouais. encore plus fort du Plus fait tu fais de que t'as hypé de ouf les Exactement. gens. Et, C'est le danger du trop de care, tu peux tu le care et C'est ça. fait que les gens à la fin se disent ah non, j'étais tellement dans le contexte et tout et j'étais tellement prête à rejoindre la boîte que. C'est vrai. Ok, ça marche. En un mot, une phrase, un an après tout ça, tu as mis ça en place en début 2022. Un an après, le verdict, c'est bien, c'est pas bien? Bah oui, c'est bien. Évidemment Non, que je c'est te bien. dis, c'est n'importe quoi, ça a pas du tout marché. Ça fait une demi-heure que je raconte des trucs qu'il faut pas faire. Non, bien sûr que c'est bien. Et moi, je suis hyper fière de moi. Ok. Je suis aussi très reconnaissante envers Inès et Mick, puisque je n'étais pas Coucou, toute Inès et seule. Mick. Je n'étais pas toute seule à faire tout ça. Mais, Ok, trop bien. Ouais, non, c'est fonctionne. galvanisant. Galvanisant, c'est beau. Très beau mot. J'ai placé un mot compliqué. Exactement, c'était un pari, c'est ça que t'as. Pas du tout. Inès, C'était à l'instant. on arrête les paris Inès a donné à Elodie, ça suffit. Mot galvanisant. Galvanisant, c'est un très beau mot pour passer à la toute dernière partie qui est notre petite conclusion. Comme tu le sais, à chaque épisode de podcast, il y a 3 questions que je pose à chaque personne. La première pour toi, c'est un conseil que tu te regardais, un conseil très simple, quelqu'un aujourd'hui qui recrute, que ce soit des recruteurs, des RH, des recruteuses, des managers, des dirigeants, dirigeantes, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui recrute aujourd'hui? Alors, je vais pas faire très original, mais se former, Ah, ça c'est un vrai métier le recrutement? n'est-ce pas? On en découvre tous les jours. Hein. Ok. Se Mais, former, ouais. Oui, se former. Justement, c'est ça. On est dans un domaine où c'est toujours pas forcément une évidence. Là où pour la majorité des métiers, on va te demander de justifier d'acquis théoriques, voire d'acquis pratiques, dans le recrutement, n'importe qui peut un peu se lancer du jour au lendemain, sans garde-fou. Et tout le monde pense qu'il peut recruter, il ou elle peut recruter. C'est facile, il suffit de bien sentir les gens. Donc, Classique. du coup, c'est comme ça qu'on en arrive derrière des katas. Typiquement, moi, quand j'ai commencé dans le recrutement, ça a été ça. On m'a dit, t'apprendras sur le tas, t'inquiète. Résultat, non seulement je faisais très mal mon taf, mais en plus, j'ai détesté. Bien sûr, mais c'est agréable pour personne en fait. Mais L'expérience est ruinée pour toi en tant qu'entreprise qui recrute et en tant que recruteuse, et pour les candidats et candidates qui ont une expérience déceptive. L'expérience, elle est pourrie pour tout le monde dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Moi, je m'étais dit, en fait, non, je suis pas faite pour le recrutement, je vais pas continuer là-dedans, quoi. Heureusement, la suite m'a donné tort. Ouais. Mais du coup, comme je le disais un peu plus tôt, heureusement, aujourd'hui, on est dans une ère où ça change petit à petit, grâce à des gens qui se battent pour faire bouger les consciences, bouger les pratiques. Et du coup, on a désormais accès à des vraies formations professionnalisantes, bien évidemment. Le bootcamp T-Shaped, n'est-ce pas? Ah, ça aurait été drôle que tu cites genre tout le nom de tous les autres gens qui font ça sauf nous. Sauf vous. C'est le truc horrible. Ok, donc. Oui, de toute évidence. Mais on peut citer évidemment aussi le parcours de l'école du recrutement. Bien sûr. Qui est aussi une des bases évidentes. Ouais. Mais j'ai envie de citer aussi un nouveau bootcamp qui est en train de se lancer, qui s'appelle Pulsar People. Qui est fait par une personne qui s'appelle Aurore Gosset, et pour le coup, qui est un peu plus adapté à un public vraiment débutant. Ouais. Reconversion ou... Ouais, okay. Complètement la cible. C'est top, en fait. Donc voilà, se former, et puis, évidemment, continuer de se former derrière. En permanence, En permanence, ouais, et mener une veille. Ok, trop bien. Tu parlais de veille, du coup, c'est là où tu vas me donner ton contenu favori. C'est la deuxième question qui est, tu arrives sur une île déserte, tu as le droit à une seule chose avec toi, hein, ça peut être un objet, un livre, ça peut aussi être, disons, un podcast qui est enregistré sur ton Walkman, parce qu'il n'y a plus d'électricité, donc il faut un truc avec des piles, tu sais. Qu'est-ce que tu choisis comme genre vraiment un contenu recrutement, si tu devais en regarder un? Ça peut aussi être autre chose, mais un truc qui est en lien avec le recrutement. Qu'est-ce que tu prends? Moi, je prendrais le livre de Nicolas Galita. Mais le problème, c'est qu'il n'existe pas encore. C'est dans le futur. Du coup, t'échoues dans la ville déserte dans un an, quoi. C'est ça. Non, mais du coup, je vais dire le blog de LEDR. Ouais, qui est bourré de contenu recrutement, que tu peux apprendre pas mal de choses. C'est ça. Moi, pour le coup, ça a été ma bible. Ça l'est toujours
un peu, enfin, entre autres, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui proposent des contenus intéressants. Il y en a beaucoup. Qu'il y a vraiment de quoi se nourrir, mais c'est vrai que LEDR, moi, ça a été ma Bible et c'est une base solide, quoi. Bien sûr. Ok, et du coup, troisième et dernière question, qui est le balance ton tam-tam. Alors, t'inquiète, ça va pas être des gens négatifs, hein. Le but, c'est l'inverse. En fait, moi, je fais ça pour que tu me donnes des gens, des noms de personnes qui méritent, selon toi, d'être derrière le micro, de prendre ta place. Alors, ce qui est rigolo, j'ai tellement de recommandations que j'ai des épisodes d'avance potentiellement jusqu'à mi-2024. Mais bien. Dis-moi, est-ce qu'il y a des gens, vraiment, tu te dis, je veux écouter cette personne, elle a ou il a plein de choses à nous raconter? Oui, tout à fait. Bon, évidemment, il y en a plein. Hein. Ouais. Mais le nom qui me vient en tête tout de suite, c'est Shirley Almos-Nishish. Alors, je la connais pas personnellement, mais j'adore ce qu'elle fait, j'adore comment elle le fait. Elle est d'une grande inspiration. Justement, les fameuses annonces complètes, machin, je lui ai tout pompé. Ça vient de Build RH. Exactement. Ok. Donc ouais, Shirley, elle est cash, elle est fun, elle est honnête, tout ce qu'on aime. Et je pense vraiment que si tu lances un sondage auprès des développeurs de France en mode quel est ton recruteur ou ta recruteuse préférée, c'est son nom qui va sortir en premier, quoi. C'est marrant, je te raconterai ça juste après, quand on aura coupé l'enregistrement. Désolé pour les gens qui écoutent ou ne sauraient pas. Mais j'ai peut-être un projet pour Shirley qui pourrait être intéressant. Ok, merci pour cette citation et merci du coup pour tout ce que tu nous as raconté sur ce thème-là, du care candidat, de l'expérience candidat et tout ce que tu as mis en place chez Yago avec vraiment des choses à la fois hyper simples des fois et des fois beaucoup plus complexes. De tout mapper par exemple, ça prend du temps. Merci pour tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à rajouter ou est-ce que du coup on peut conclure cet épisode 10 ? Pamplemousse. Pamplemousse. Et ben voilà, mesdames et messieurs, pamplemousse à vous, pamplemousse à toutes, pamplemousse à tous. Et à la prochaine fois. Merci Elodie d'être venue. Merci à toi Léo, c'était un grand plaisir et un grand honneur aussi. Écoute, ça fait plaisir que ce soit un grand stress. Et un gros stress. Mais c'est bon, tu vois, le stress est fini, là c'est bon. Oui, finalement, on a survécu, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Fantastique. Merci à toi Elodie et à la prochaine. Merci Léo. Bye. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hey Myriam, j'ai écouté ce podcast-là, Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit, quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.